Avant de démarrer cette vidéo, petit message de youtubeur, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Même si elle vous a pas plu, hein, soyez solidaires les mecs. Voilà, et pour montrer un peu d'exposition et un petit peu de... et être au courant que quand je poste quelque chose, qui c'est pas tout le temps, hein, donc profitez-en hein, quand j'en poste des vidéos. Elles sont toujours de très bonne qualité, n'est-ce pas? C'est de l'artisanat comme vous le savez. Et voilà, je vous embrasse. Merci les gars. Aujourd'hui, on vous parle d'un livre qui s'intitule Le catéchisme positiviste, écrit par Auguste Comte. Donc c'est un livre qui a été publié en... quelle année il a été publié? Ah voilà, donc ça a été rédigé en 1852. Donc Auguste Comte, on va le voir juste après, c'est un auteur du 19e. Donc en 1852, il est mort en 1857. Donc c'est, on va dire, c'est la dernière œuvre de sa vie, hein, un peu avant qu'il soit malade et qu'il meure. Et c'est une œuvre, je dirais, qui synthétise sa pensée, hein, évidemment. Là, j'ai l'édition de chez Garnier Flammarion, hein, donc je peux vous dire que c'est pas du léger. Hein, ça c'est une édition de quelle année ça? Je ne sais pas, je vais vous dire ça dans 2 secondes, mais c'est un livre qui fait 300 pages bien tassé, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Hein. On va voir le profil de l'auteur juste derrière. Vous allez voir, Auguste Comte, voilà, on le connaît pas bien en France malheureusement. Je dirais qu'il est il est dans la catégorie des auteurs comme j'ai traité là. Il y avait Bossuet aussi. Il est dans la catégorie des auteurs qui sont, je pense, de grands penseurs français, mais qui sont occultés pour certaines raisons. Hein. Et pourtant, lui, il est pas Bossuet. Bon, on se doute bien, un prêtre catholique, machin. Bon, mais lui, non, il est pas de ce bord-là, hein, pourtant. Mais lui aussi, il est quand même bien occulté. J'arrive pas à retrouver la date de l'édition du livre. Ah, c'est 1964. C'est un livre que j'ai acheté dans une espèce de brocante. Là, je l'ai payé 2 euros. Voilà. Donc, catéchisme positiviste. Hein, on comprend bien. On va en parler dans 2 secondes avec l'auteur. Hein, le côté spirituel hein, de ce livre. Voilà. Donc voilà, c'était un gros bouquin. C'est un bouquin bien costaud. Et on va se plonger dedans. À tout de suite. Alors, Auguste Comte, l'auteur, c'est qui? Bon, je vous mettrai comme d'habitude hein, la page Wikipédia. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Pardon, c'est un mec qui est né pendant la Révolution en 1798 à Montpellier et qui est mort en 1857 à Paris. Donc c'est quelqu'un qui est entre guillemets un enfant de la Révolution. Il a vécu les premières années de sa vie pendant la montée et la chute de Napoléon Ier, donc sous l'Empire. C'est quelqu'un qui a fait Polytechnique, promotion 1814, à 16 ans. Donc c'était un âge précoce. Hein. Il est comment dire, c'est une tête, Auguste Comte. On va se le dire comme ça. C'est un beau cerveau. Donc c'est un mec qui est très connu. Il est notamment on va dire pas le créateur en tant que tel, mais une des personnes qui a contribué fortement à populariser et à construire la sociologie à partir de 1839. Donc il a une influence considérable. Je le disais précédemment, mais c'est malheureusement un auteur qui est méconnu en France, qui est caché, un auteur du 19e qui est caché. Donc on sait pas trop pourquoi, mais bon c'est comme ça. Enfin on pourra en parler, mais là c'est pas le cas. Mais c'est pas le cas de cette vidéo. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a pesé très lourd début 19e dans la pensée globale française et pas que. Je le mettrai sur sa page Wikipédia, mais vous verrez, il a influencé beaucoup de gens très importants. C'était vraiment on va dire un pôle intellectuel important début 19e. Et bon, il a un caractère de personne avec un très très beau parcours. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, voilà, il a beaucoup écrit, il a beaucoup été professeur, et il a développé donc cette philosophie positive, hein, voilà, des philosophies positives, comme dirait
machin, et à la fin, il a terminé par un catéchisme positiviste. Alors en fait, je suis pas expert, on va pas lire une biographie de ce qu'il a proposé, enfin de sa vie, pardon, mais on va plutôt prendre le dernier livre réellement important qu'il a écrit et qu'il a publié et qui, en gros, je pense, synthétise un peu toute sa pensée. Et on va essayer de voir un peu ce qu'il avait mis dedans, sachant que il faut quand même noter que c'est quelqu'un qui, quand vous lisez sa fiche Wikipédia comme ça, au premier abord, a eu une évolution considérable dans ses approches philosophiques, même s'il y a une espèce de continuité également. Donc voilà, on y va. Allez, à toutes. Enfin, à toutes, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, d'ailleurs, je vais arrêter de dire ça. Je vous fais un bisou, mais je vous dis bonne vidéo. Alors, pourquoi lire ce livre ? On va quand même se le redire. Je viens d'énoncer le parcours d'Auguste Comte, l'influence qu'il a pu avoir sur la pensée française début 19e, et même internationale, début 19e, jusqu'à aujourd'hui. Il a donc là on a pris ce livre, c'est le dernier gros livre qu'il a écrit, et donc c'est un peu sa pièce maîtresse. C'est aussi tout bêtement parce que c'est l'opportunité, c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, et là je pouvais l'acheter à 2 €. Donc voilà. Mais pourquoi j'ai repéré ce livre dans la bibliothèque d'occasion qui me le proposait ? C'est tout simplement parce que j'avais lu un autre livre. Et là, je vous rappelle, je pense que je vous renvoie à la vidéo de Joseph de Maistre. Et en fait, le livre que j'ai lu, qui a été écrit par un prêtre qui critiquait beaucoup les auteurs, ou pas d'ailleurs, qui aussi les applaudissait, les auteurs du 19e, avait pointé également Auguste Comte comme un des fondateurs et un des synthétiseurs, voilà, un des condenseurs de la pensée révolutionnaire. Donc, dans sa critique de la Révolution, ce prêtre, il pointait Auguste Comte comme quelqu'un à lire et à connaître pour comprendre et pour cerner l'esprit révolutionnaire. Et c'était à travers ce scope-là que on pouvait lire ses œuvres. Et ce prisme-là nous permettait de bien comprendre, quand on est catholique ou pas d'ailleurs, mais d'autant plus quand on essaie d'être catholique, de bien comprendre les critiques que faisait Auguste Comte sur la société et ce qu'il proposait en contrepartie. Donc c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, parce que je l'ai écrit, lu en juillet 2018. Donc ça fait 7 ans quasiment. Donc c'est un peu comme pour Joseph de Maistre et pour les autres sur les dernières vidéos que je fais. Là, c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps et dont les vidéos sont récentes. Je vais m'appuyer sur mes notes de l'époque pour essayer de vous faire quelque chose de cohérent et d'intéressant. Et voilà, et je tiens à dire aussi que oui, effectivement, pourquoi lire ce livre aussi ? Parce que effectivement, ce qui m'avait convaincu, c'est en voyant la fiche Wikipédia d'Auguste Comte, c'est du lourd. Alors moi, vous le savez, je pense sur cette chaîne, je le dis régulièrement, moi je me considère comme, en tout cas j'essaye d'être un bon catholique. Et c'est pas toujours évident, mais on essaie. Et Auguste Comte est clairement désigné comme entre guillemets un ennemi intellectuel du catholicisme. D'ailleurs, c'est pas qu'entre guillemets, voilà, il y a une rivalité, une opposition entre son catéchisme positiviste, le nom est pas du livre, est pas tiré au hasard, c'est un catéchisme. Donc évidemment, il ne peut que s'opposer avec le catéchisme de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une certitude. Cela dit, ça n'empêche pas que voilà, c'est très haut niveau, très intéressant, très riche. Donc je vous en ferai un condensé. Je vais essayer de sortir les idées principales. On traitera pas tout comme à chaque fois. Et puis j'espère que ça vous plaira. On y va. Le positivisme, c'est quoi ? Il se définit tout d'abord comme le perfectionnement moral de l'humanité par l'étude scientifique. Je cite, le dogme fondamental de la religion universelle consiste donc dans l'existence constatée d'un ordre immuable auquel sont soumis les événements, page 66, car elle surgit de l'existence pratique, et par là, la découverte des lois naturelles, remettant ainsi en cause la conception d'une fatalité absolue, la fatalité absolue étant issue de la vision monothéiste et du péché originel, donc en gros, les 3 religions monothéistes de base. Donc le dogme positiviste, il s'appuie sur le développement de la connaissance de l'ordre réel. L'ordre réel, c'est quoi ? C'est les lois mathématiques qui régissent notre univers.
Ces lois mathématiques, elles ne sont plus considérées comme immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on s'en soumet, enfin on y est soumis, mais c'est tout. Elles sont maintenant définies comme améliorables. Et donc, pour le positiviste, l'ordre naturel constitue une fatalité modifiable qui est la base de l'ordre artificiel. Donc, là, pour qu'on comprenne bien, parce que c'est une idée fondamentale, et c'est très important d'avoir ça en tête, le positivisme, c'est, je vais le reformuler, mais c'est l'idée que l'homme peut corriger ce qu'a fait la nature. Il peut manipuler la nature et il peut l'améliorer grâce à sa connaissance des lois mathématiques. Donc, faut bien voir que quand je dis ça, on se dit bah oui, ok, merci, mais il faut bien comprendre que ce dogme-là, en fait, est une des bases fondamentales intellectuelles de toute la société moderne. Donc là, je vous renvoie aux vidéos avec de Joseph de Maistre ou celle de Jean-Claude Michéa sur l'Empire du moindre mal. On est vraiment dans la transformation scientifique de la société. Voilà, c'est à travers le chiffre, à travers les lois mathématiques, qu'on va pouvoir améliorer la condition. Voilà, et ça en revient à la consommation chez Michéa, enfin sur les livres qu'on a abordés déjà précédemment. Et ce qui est important chez Auguste Comte, c'est que cette base du dogme, c'est-à-dire cette possibilité pour l'être humain qui a, à travers les lois mathématiques, d'améliorer ce que la nature fait naturellement, cet ordre naturel, ça fournit une discipline morale, parce ça va subordonner nos penchants naturels à une puissance extérieure, donc à l'ordre naturel, hein, voilà. Donc ça va nous soumettre à ça, mais ça va aussi nous exciter nos instincts pour mieux subir ou modifier notre fatalité commune. Et donc, entre guillemets, nous pousser vers comment faire mieux. Comment faire mieux. La deuxième chose que ça implique, c'est que comme nous sommes tous soumis, tous les phénomènes, disons, quelconques, sont soumis à des relations invariables, à travers les lois mathématiques qui définissent l'univers, l'ordre résulté, partout de l'ensemble des lois réelles, porte le titre général de hasard ou destin, suivant que les lois mathématiques soient connues ou inconnues. Et donc, ce que veut nous dire Auguste Comte, c'est que à travers les mathématiques, l'homme un jour sera capable d'expliquer tout. Voilà. Si tout n'est pas encore parfaitement expliqué par le positivisme, c'est en premier lieu à cause de la complexité croissante des lois. Il est donc normal que certaines lois résident encore dans le domaine théologique ou dans le domaine métaphysique, parce qu'elles sont trop complexes, alors que d'autres lois de l'univers sont déjà positives. Les lois trop complexes rentreront dans le positivisme une fois qu'elles arriveront à être expliquées. Et donc, dans l'idée d'Auguste Comte, une des choses qui est fondamentale, c'est qu'on a la subordination des phénomènes moins généraux aux phénomènes plus généraux. Et là, je le mettrai en illustration, mais c'est sa classification scientifique, avec évidemment les maths qui sont en haut de la pyramide. Ou en bas de la pyramide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, les maths, c'est la base. Et plus on monte, plus on va loin dans la science, entre guillemets, fine, on se rapproche de la sociologie. Là, je vais vous montrer, il y a maths, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie. Mais en fait, c'est une pyramide inversée, quoi. Voilà. Bon. Vous avez l'image sous les yeux, là, vous comprendrez. Si je peux, je mettrai des images du bouquin qui montrent aussi bien une espèce de subordination donc des phénomènes généraux, des phénomènes moins généraux aux phénomènes plus généraux, et dont les mathématiques sont, entre guillemets, la matrice principale. L'objectif du positivisme, c'est que par l'étude des comportements, il lie l'humanité. Alors que, et là il s'oppose à la théologie, donc comprenez les religions monothéistes et en particulier le catholicisme, l'étude qui est l'étude de l'intérieur de l'homme, qui va le couper de l'humanité. Enfin, que en fait c'est entre l'individualisme et l'espèce de côté collectif. Hein. Et là j'abonde, on en reparlera à la fin. La science morale, c'est-à-dire l'étude de l'homme pris individuellement, trône donc naturellement au sommet des sciences. Donc la science morale, on peut appeler ça la sociologie, là c'est l'image que je vous montrais, que je vous remettrai ici, en tant que plus utile et plus complète. Elle seule étant vraiment complète et n'écartant aucun point de vue. La méthode positive est donc le vrai raisonnement
puisqu'il est basé sur l'imbrication des sciences, se superposant les unes aux autres, depuis l'ordre matériel, donc on va dire basiquement les mathématiques, jusqu'à l'ordre moral, et dont l'objectif est le perfectionnement collectif, désacralisant ainsi Dieu en tant que créateur pour le remplacer par l'humanité, chose qu'on va appeler le grand être, par la suite dans cette vidéo, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il définit d'ailleurs comme un être immense et éternel, luttant contre les fatalités qui la dominent, et dont l'existence est toujours fondée sur les volontés libres et indépendantes. Je conclus, elle, là entre guillemets page 76, elle a le même objet que les théologies classiques, sauf que la connaissance des lois remplace la cause première. Et là j'ajouterai qui est le péché originel. Maintenant qu'on a parlé du dogme, on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Donc, on a cette vision scientifique dont la base sont solides, la base dure, je dirais, sont les mathématiques. La théorie solide, c'est les mathématiques. Pour Auguste Comte, historiquement, c'est la découverte de l'héliocentrisme, qui a permis de faire émerger un certain relativisme quant à l'importance de la Terre. Donc, je rappelle, l'héliocentrisme, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, d'accord ? Et en fait, ça, avant, on pensait que tout tournait autour de la Terre, qu'on était la création centrale de Dieu, et en fait, on s'est découvert que non. Et en fait, à partir de cette découverte, Auguste Comte nous explique que le développement de la raison a pu naître. Là, il nous dit par exemple, toute la différence essentielle entre notre doctrine et celle des anciens consiste à substituer le relatif à l'absolu, en rendant purement subjectif un centre qui fut longtemps objectif. Voilà, et donc en fait, c'est ça, on en avait parlé aussi dans la vidéo avec Michéa, c'est effectivement cette manière de renverser la table, de renverser la logique générale. On se dit on n'est plus le centre de l'univers, mais si on n'est plus le centre de l'univers, si tout est relatif, eh bien la société aussi, elle doit être la critique que je peux en faire et la vision que j'en ai, elle est aussi relative. Et en fait, c'est la base d'un changement de hiérarchie sociale et sociétale, d'ailleurs, on peut dire les deux. La démonstration du double mouvement de la Terre constitue la principale révolution scientifique propre au régime préliminaire de la raison humaine. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. En effet, c'est d'après le mouvement terrestre que le dogme positif est devenu directement incompatible avec tout dogme théologique, rendant profondément relatives nos plus vastes spéculations qui jusqu'alors, pouvaient conserver un caractère absolu. De fait, l'héliocentrisme a opposé le dogme positif avec le dogme théologique, puisqu'il a enlevé la centralité de la Terre dans l'univers, et donc tous les points de vue, le nôtre également, est devenu subjectif. Donc il s'appuie, le positivisme, sur cet héliocentrisme, en disant que la première base générale de l'étude directe de l'ordre matériel, ainsi liée immédiatement au fondement mathématique du dogme total, est une part de la théorie. Et la deuxième part de la théorie, c'est la loi gravitationnelle. Parce que pour étudier l'ordre matériel, il faut une continuité dans les sciences, qui est le résultat de l'étude des lois. Et donc, cet héliocentrisme a permis en fait de découvrir d'autres choses dans l'univers qui nous ont permis de se rendre compte que on n'était pas le centre de l'univers. Voilà. Donc là, il nous dit par exemple, le vrai génie théorique consiste surtout à lier tous les phénomènes et tous les êtres. Donc évidemment, cette conception positiviste, elle est évolutionniste darwinienne ou lamarckienne, plutôt lamarckienne je pense. Toute fonction ou structure animale étant perfectible à certains degrés, l'aptitude de tout être vivant à reproduire son semblable pourra dès lors fixer dans l'espèce les modifications suffisamment profondes chez l'individu. De là résulte le perfectionnement, limité mais continu, de chaque race quelconque par des régénérations successives. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que la vision scientifique en fait d'Auguste Comte, elle ne cherche pas à discuter les causes. Elle cherche pas à savoir pourquoi, mais elle cherche à savoir comment. Et ça, je vous renvoie aussi, Michéa, il montrait ça aussi chez les modernes. Sauf que, donc ça c'est la pensée moderne, mais Auguste Comte, là où il va plus loin peut-être, c'est qu'il propose de systématiser à travers des lois mathématiques, même les comportements humains, Voilà. En cherchant l'idée d'un perfectionnement continu. Et il prend l'exemple de l'évolution darwinienne. En disant, regardez,
En fait, à chaque fois, ça évolue dans le bon sens. Donc, on garde ce qui a été fait avant et on progresse comme ça. Donc, c'est vraiment cette vision scientifique, hein, les mathématiques, la systématisation, l'évolution continue, qui sont les fondements de la vision scientifique d'Auguste Comte, positiviste. Alors super, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on se dit ok, super, mais c'est quoi la finalité? C'est quoi ta morale? Voilà, parce que tu nous as dit c'est le perfectionnement humain, le perfectionnement moral, c'est la finalité du truc. On va y revenir après, on a un encart dédié. Mais c'est quoi? Et donc, la morale positive, c'est quoi? Eh bien, la morale positive, c'est un point de vue personnel systématisé en loi mathématique. Hein? Donc là, ça s'oppose directement au catholicisme, hein, puisque la morale, chez les catholiques, je le rappelle, c'est l'arbitrage qui a été fait par les enseignements de Jésus-Christ, hein, donc mi-homme, mi-dieu, alors que là, c'est pas le cas. Là, c'est on systématise en loi mathématique. Donc si, pour le positiviste, la religion a pour but d'aider à l'unité de l'humanité, donc ça, à la limite, on se rejoint avec les autres religions, notamment avec le catholicisme, et la foi a pour but la conception de l'ordre universel qui domine l'existence humaine, pour déterminer notre relation générale avec lui. Donc là, en gros, c'est pareil, c'est la foi, c'est ce qui vous fait croire comment on doit vivre pour que tout le monde soit en paix. Là-dessus, on se rejoint, mais la manière d'y arriver, en fait, elle est très différente, hein, c'est ce que je disais avant. Et donc, pour Auguste Comte, le perfectionnement moral de l'homme, c'est l'art ultime. C'est ce qui permet à l'homme de trôner au sommet de l'univers en tant que race la plus sociable. Évidemment, l'ensemble du problème moral étant défini dans la lutte entre la nature de l'homme, hein, donc ses mauvais penchants entre guillemets, et la grâce, la conception positive de la nature humaine fonde notre unité sur la subordination continue de l'esprit au cœur. Vivre pour autrui devient donc chez chacun de nous le devoir continu qui résulte rigoureusement de ce fait irrécusable, vivre par autrui. Donc, dans la morale positive, hein, pour reprendre, et l'idée c'est de se dire que c'est à travers son accomplissement dans le progrès collectif, hein, qu'on arrive à se perfectionner soi-même. Étant donné que l'ordre artificiel, donc c'est-à-dire la modification de l'ordre naturel à travers notre connaissance et notre manipulation des lois mathématiques, étant donné que cet ordre artificiel, il ne doit jamais que consister à perfectionner cet ordre naturel, on essaie de corriger, hein, c'est vraiment ça le mot, c'est corriger. On sent bien que la vraie liberté de l'humanité résulte essentiellement d'une digne soumission à cet ordre naturel. C'est-à-dire que ce qui est bien est bien. Voilà. Le moteur principal du perfectionnement, c'est notre dépendance au monde. Et c'est notre dignité personnelle. Hein, ce qui fait que la soumission volontaire à notre dépendance au monde, c'est le moteur du fait qu'on va devenir meilleur. Donc en gros, en cherchant à améliorer le monde, on est dans la bonne morale, entre guillemets. Voilà. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qui est totalement faux, même pour un catholique. Le problème, c'est qu'il y a des effets de bord là-dedans, mais bon, et on en parlera à la fin. Alors la finalité du positivisme, c'est quoi? Eh ben, donc je le disais, c'est le perfectionnement de chacun pour permettre le perfectionnement collectif, hein, donc de l'humanité, du grand être. Et ce perfectionnement, évidemment, ne peut se faire que par initiative individuelle. Hein, même si l'avancée, elle est collective. Donc c'est bien pour ça que la morale, elle est individuelle. Hein, c'est le point de vue de chacun, comme on disait au vrai. Mais c'est le point de vue de chacun, mais pour faire avancer tout le monde. Et c'est comme ça qu'on peut dire que la morale, elle est la science supérieure à toutes les autres sciences, hein, la sociologie, qui caractérise donc l'homme comme l'animal le plus sociable. Par cette action individuelle, mais qui vise au perfectionnement collectif, le positivisme permet de cadrer la morale et de garantir l'individualisme de chacun et empêcher de le voir fondre dans le grand être. Alors il y a une première question qui vient et qui est traitée, mais si le positivisme est le perfectionnement moral du grand être par l'étude scientifique, donc jusque-là c'est bien résumé, comment unir les lois physiques aux lois morales? Eh bien, il faut ramener l'étude des êtres à l'étude des événements. Les êtres vivants sont nécessairement des corps qui, malgré leurs grandes complications, suivent toujours les lois plus générales de l'ordre matériel,
dont l'immuable prépondérance domine tous leurs phénomènes propres, sans toutefois annuler jamais leur spontanéité. Voilà. Donc ça, en gros, on peut dire que c'est une espèce de définition basique de la sociologie. Il apporte aussi, il pose aussi une autre question à laquelle il essaie de répondre. Lorsqu'on parle de soumission morale à des règles invariables, n'est-ce pas un frein à la liberté individuelle ? Puisque, ma liberté, je fais ce que je veux, et puis là, non, je me soumets, donc je fais pas ce que je veux. Donc évidemment, il répond quelque chose qui est assez simple et qui fonctionne toujours, c'est que si la liberté, c'est de respecter aucune loi, alors on peut pas faire société, tout simplement, puisque c'est l'anarchie complète. Donc l'ordre moral, il est basé sur l'ordre matériel, pour le positiviste. Et donc, étant donné que l'ordre matériel, il est, cohérent, on peut pas soutenir qu'il faut haïr quand il faut aimer. Exactement comme on peut pas soutenir que la Terre est immobile alors qu'elle est en mouvement. La véritable liberté se trouve partout inhérente et subordonnée à l'ordre, tant humain qu'extérieur. Notre meilleure liberté consiste donc à faire prévaloir les bons penchants sur les mauvais. Voilà, donc ça, bon, on n'est pas, c'est logique. C'est logique. Alors, pour conclure et pour avancer encore un peu dans le bouquin, il nous explique au fil des pages ce que c'est que le grand être. Qu'est-ce que l'humanité ? Ça, c'est une belle question, puisqu'il nous en parle beaucoup dans ce livre. Qu'est-ce que l'humanité ? Eh bien, c'est l'ensemble des êtres humains passés, présents et futurs. Bien qu'il faille comprendre dans cet ensemble les humains ayant œuvré au perfectionnement du grand être. Voilà. Le reste des humains n'étant en réalité que des parasites, page 78. Eh oui. Toute utile coopération habituelle aux destinées humaines, quand elle s'exerce volontairement, érige l'être correspondant en élément réel de cette existence composée, avec un degré d'importance proportionné à la dignité de l'espèce et à l'efficacité de l'individu. Donc à travers le positivisme, l'unité recherchée par contre ne vise pas à unir tous les humains, mais plutôt à désigner, à élire même, ceux qui méritent d'en être. Et en cela, c'est cohérent parce qu'il écrit à un moment donné, la vraie sociabilité consiste davantage dans la continuité successive que dans la solidarité actuelle. Les vivants sont toujours et de plus en plus gouvernés nécessairement par les morts. Telle est la loi fondamentale de l'ordre humain. Donc pour un positiviste, le but de la vie humaine, c'est la conservation et le perfectionnement du grand être. En somme, la vraie continuité est successive et non contemporaine. Et là, on est quand même obligé de préciser quand même maintenant que le grand être, effectivement, est un concept élitiste. On l'a dit, voilà, il dit même que certains sont des parasites. Et donc là encore, on en reparlera à la fin, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver, je dirais, forcément juste de la part des positivistes. Comte balaye énormément de choses dans ce livre. Je vous l'ai dit au départ, c'est très très riche et très très large, et je dois même vous avouer que j'ai pas réussi à tout lire. Il y a quelques chapitres que j'ai sautés. Il aborde la question du régime politique. Puisque nous avons d'abord décomposé l'ordre universel en ordre extérieur et ordre humain, nous devons semblablement apprécier les perfectionnements qu'il comporte. On distingue ainsi deux sortes de progrès, l'un extérieur, l'autre humain. En concevant toutes les forces sociales comme également vouées au perfectionnement universel, il faut ainsi les distinguer suivant qu'elles améliorent l'ordre extérieur ou l'ordre humain. L'ordre humain est physique, puis intellectuel, puis moral. L'ordre extérieur est politique et industriel. Donc si vous avez bien compris, l'ordre humain c'est quelque chose de personnel, et l'ordre extérieur en gros c'est la société. Donc dans le régime politique que propose Auguste Comte, le pouvoir théorique ou spirituel, il est tenu par ce qu'il appelle le sacerdoce, qui doit discipliner les volontés quand on a le pouvoir matériel ou temporel, et puis on a le gouvernement qui discipline les actes. Le spirituel domine le passé et l'avenir, la continuité et la vie subjective, et le temporel, donc le gouvernement, le présent, la solidarité, la vie objective. Donc là, on va juste faire un encart à ce moment-là, mais ce qu'on se rend compte, c'est que Auguste Comte, là, il présente une espèce d'architecture d'une société, je dirais, figée. Ce qu'il appelle le sacerdoce qui domine le passé et l'avenir, la continuité, ça veut dire en gros, il y a des gens qui sont capables de nous dire où aller, de nous dire ce qu'il faut penser du passé et comment ça doit se passer l'avenir. Et puis il y a le gouvernement
qui est là en gros pour nous contraindre la population et la mettre sous pression pour qu'en fait on pense ce qu'ils pensent du passé et qu'on aille vers là où ils veulent aller. Le sacerdoce guide l'ensemble de chaque industrie en tant que connaissant seul toutes les lois essentielles de l'ordre extérieur. Voilà. Donc dans la société positive, le sacerdoce renonce complètement à la domination temporelle et même à la richesse. Il ne doit rien posséder, ni en propre, ni en terre, ni en maison, ni même en rente quelconque, sauf le budget annuel fixé par le pouvoir temporel. Donc là, on voit pareil, on voit bien, il y a une espèce d'articulation entre des gens qui pensent et puis des gens qui appliquent. Et par exemple, le sacerdoce peut donc, si jamais un citoyen venait à manquer à la discipline morale, jusqu'à prononcer au nom du grand être l'indignité radicale d'un faux serviteur devenu dès lors incapable de participer aux devoirs et aux bienfaits de l'association humaine. Le rôle du sacerdoce sera de favoriser les bons penchants pour éviter les conflits et en particulier interdire l'usage de la force pour qui que ce soit. Dans l'association industrielle, les luttes matérielles, quand on ne peut les éviter, doivent reposer sur la richesse et jamais sur la violence personnelle. Et afin que les riches égoïstement écrasent les pauvres, le sacerdoce les guidera, notamment pour qu'ils soient généreux envers le prolétariat sur un plan pécunier. Donc là, on a bien vu que le sacerdoce, il a ce rôle comme ça, idéologico-moral. Et le gouvernement, lui, se trouve donc être la hiérarchie des chefs pratiques, résulté des relations naturelles entre leurs divers travaux. Le gouvernement, proprement dit, c'est-à-dire le suprême pouvoir temporel, appartiendra naturellement aux trois principaux banquiers, respectivement livrés de préférence aux opérations commerciales, manufacturières et agricoles. Et donc là, on voit bien que le rôle, en fait, la systématisation qu'il propose de la société, elle nous emmène quand même vers un monde, vers une société tenue par la banque. Et avec une hiérarchie qui est pas forcément figée, vous le verrez dans quelques instants, mais qui est quand même et qui est tenue par la banque et qui en plus dépend d'une espèce de jury moral. Donc là c'est dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quand on voit le rôle des médias sur la disqualification de certaines idées, de certaines approches et combiné à la pression de la dette, qui est en ce moment très actuelle, on se rend compte qu'Auguste Comte, ce qu'il a synthétisé là dans ce bouquin, ça jette pas mal de bases de la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. Là, on va passer sur une organisation plus générale, mais on va le voir, elle continue à ressembler beaucoup à ce qu'on est en train de vivre. Donc dans la société positive, la patrie est petite, de la taille d'une de nos régions, permettant au sentiment national d'être d'un véritable intermédiaire entre l'affection domestique et l'amour universel. Après la prochaine décomposition des États actuels, la plus grande république occidentale se trouvera partagée en 60 républiques indépendantes qui n'auront vraiment en commun que leur régime spirituel, c'est-à-dire en gros le positivisme, qui, il appelle ça spirituel, mais qui, quelque part, n'est pas vraiment spirituel, puisque c'est les mathématiques qui le régissent. En un mot, leur union sera religieuse et non politique, voilà. Et évidemment, donc après là, j'ai pas cessé des citations, mais j'ai pas cité, mais il dit évidemment hors de l'Occident, une fois réorganisé, faudra convertir le reste du monde, évidemment. Dans la société positive, le patriarcat, donc c'est-à-dire en gros la force productive, elle est constituée comme suit: agriculteurs, fabricants, commerçants et au sommet les banquiers. Donc agriculteurs premier étage, fabricants, commerçants et au dernier étage les banquiers. Et pour que cela soit efficace, il faut concentrer les richesses pour que le patriarcat soit capable de diriger. En vue d'éviter les abus, il faut substituer l'hérédité théocratique, uniquement fondée sur la naissance, par l'hérédité sociocratique, résultée toujours d'une libre initiative de chaque fonctionnaire. Donc là, on voit bien, encore une fois, ce qui nous propose, en fait, c'est plein de petites baronneries. Donc c'est une des... Je pense qu'on cherchera, vous verrez, c'était le projet dans la révolutionnaire. Ils avaient redécoupé ça comme ça, et aussi même à l'Union européenne, puisqu'avec le régionalisme, c'est ce qui pousse. On voit encore que la banque est au sommet, donc c'est toujours la même chose. En gros, pour pouvoir piloter, il faut pouvoir financer, et donc c'est la finance qui est là-haut.
Et puis il propose de concentrer les richesses, voilà, et aussi d'arrêter on va dire l'héritage, quoi. Alors il y aurait plein de choses à dire, on en dira peut-être un mot à la fin aussi, mais comme ça de but en blanc, sur ce passage, on peut dire aussi quand même que effectivement ça ressemble beaucoup à ce qu'on nous propose en ce moment, et notamment l'organisation générale de l'Union européenne, et puis l'espèce de baisse de la propriété privée et la pression qu'ils mettent. Encore une fois, je pense Macron il a dû lire le catéchisme positiviste il y a pas longtemps, parce que ils ont parlé des héritages encore là, nos amis macronistes, il y a pas longtemps. Donc voilà, ce livre ça continue, ça jette les bases de ce qu'on vit. En termes d'organisation sociale, le positiviste se fonde sur deux théories. Celle de l'ordre et celle du progrès, qui donne la maxime suivante: le progrès est le développement de l'ordre. Si sur le plan religieux, le positivisme peut facilement être vu comme une finalité par les autres croyances, il reste un problème qui est le problème racial. Est-ce que celui-ci ne peut-il pas bloquer la diffusion du positivisme ? Donc évidemment, pour le positiviste, quand nos travaux auront uniformément assaini la planète humaine, toutes distinctions organiques tendront à disparaître, en vertu même de leur source naturelle, et surtout par de dignes mariages. Leur combinaison croissante nous procurera, sous la direction systématique du sacerdoce universel, le plus précieux de tous les perfectionnements, celui qui concerne l'ensemble de notre constitution cérébrale, ainsi devenu mieux apte à penser, agir et même aimer. Ce qui revient en gros à un métissage généralisé en vue de former un homme nouveau et plus parfait, dans la vision darwinienne que je présentais au départ. Donc le positivisme, il érige le métissage et d'ailleurs, c'est une valeur aujourd'hui qui est extrêmement répandue chez nous. Je pense que tous les gens qui vont écouter cette vidéo vont tous se me dire comme ça de but en blanc, bah oui, mais être métis c'est bien, c'est mieux. Enfin, c'est même pas que c'est bien, parce que limite bien mal on s'en fout, mais c'est mieux. Voilà. Donc c'est cette idée-là qui est reprise par Auguste Comte, qui n'est pas le seul à l'avoir popularisé, mais cette idée-là qui est très forte aussi, s'inscrit parfaitement dans ce développement de l'évolution humaine. Toujours dans cette organisation sociale, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est si le positivisme accorde-t-il des droits ? Eh oui, puisque il faut se soumettre aux lois matérielles pour les améliorer. Le but, c'est le progrès collectif et tout ce qui va bien. Et donc, pour le positiviste, il ne reconnaît à personne d'autre droit que celui de faire son devoir. En termes plus corrects, notre religion impose à tous l'obligation d'aider chacun à remplir sa propre fonction. La notion de droit doit disparaître du domaine politique, comme la notion de cause du domaine philosophique, car toutes les deux se rapportent à des volontés indiscutables. Ainsi, les droits quelconques supposent nécessairement une source naturelle qui peut seule les soustraire à la discussion humaine. Le droit, fondé sur l'individualisme, va à l'encontre de la maxime « vivre pour autrui ». Il suppose une efficacité préalable contraire à la dévotion et au travail qui permettent le perfectionnement du grand être. Pour avoir un droit, il faut avoir rendu au grand être autant que l'on a reçu de ses prédécesseurs. Et là je cite, « Tout droit humain est autant absurde qu'immoral. Le positivisme n'admet jamais que des devoirs chez tous et envers tous, car son point de vue ne peut comporter aucune notion de droit fondée sur l'individualisme. Et puisqu'il n'y a plus de droit divin, cette notion doit s'effacer complètement, et ne laissant que des devoirs selon les fonctions. » Là on voit bien que bon, il y a une dimension parfaitement totalitaire, et d'ailleurs si on va jusqu'au bout, il nous dit deux choses qui complètent cette idée. Premièrement, il va à l'encontre de la démocratie. Il dit « Le mode électif ne fut introduit que comme une protestation contre le régime des castes, devenu finalement oppressif. Tout choix des supérieurs par les inférieurs est profondément anarchique. Il n'a jamais servi qu'à dissoudre graduellement un ordre vicieux. » Voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui milite beaucoup pour la gratuité du travail. On ne paie plus que le matériel et pas le prolétaire, ce qui permet de mettre en valeur le mérite personnel. Voilà. Donc, vous le voyez, il y a une dimension très, très forte
du contrôle chez Auguste Comte, et aussi cet aspect collectif qui vise à dissoudre l'individu. À part ceux qui vont réussir à, pour X raisons, diriger. Et enfin, dans tous les chapitres qu'il propose, il y a des chapitres qui s'adressent au culte. Donc, parce que voilà, on l'a dit, ça a beau être une vision qui repose sur les lois mathématiques, la croyance, la foi dans ces lois, le fait qu'on considère qu'à travers ce système positiviste, vous allez pouvoir améliorer l'humanité et que cette humanité, elle remplace Dieu, eh bien, il faut bien un culte. C'est bien d'une croyance religieuse dont on parle ici. C'est pas autre chose. Et donc, dans le culte, étant donné qu'on est toujours gouverné par les morts, il faut idéaliser le mort pour améliorer sa perception de la réalité, sans quoi la stricte réalité le garderait ça trop empirique. Voilà. Mais il ne faut pas non plus oublier la réalité objective, sans quoi ça deviendrait un culte mystique, comme par exemple Jésus-Christ. Ainsi, le dogme du grand être incorpore que les morts vraiment dignes, et il n'écarte aussi de chacun d'eux les imperfections qui ternirent toujours la vie objective. Donc on arrête la prière et on fait de la commémoration. Et là, je pense que ça parle à tout le monde. Le mot commémoration aujourd'hui, on l'a en long, en large et en travers. Et d'ailleurs, je vais vous citer une phrase qui, je pense, présente bien l'état d'esprit du culte. Le présent glorifie le passé pour mieux préparer l'avenir, en s'effaçant spontanément entre ces deux immensités. Voilà, et là, on a exactement ça. Quand on fait des commémorations en glorifiant les anciens combattants, la guerre ou les victimes, là, on est beaucoup dans le... Alors, il parle pas de ça, lui, mais si vous prenez le livre de Michéa, ça va compléter. C'est la victime pour éviter que ça se reproduise à l'avenir. C'est exactement ça, la commémoration. Et là, entre guillemets, nous, effectivement, dans le présent, tu dois t'effacer et te soumettre, sinon tu es disqualifié. Et ça revient à ce que je disais au départ sur le sacerdoce. Et donc, et là, pour ceux qui vont réfléchir 2 secondes, mais ça s'adresse effectivement à nos derniers dirigeants, là, rentrer dans la composition du grand être n'est donc jamais acquis, car c'est aux générations futures d'en décider. Et là, on se demande, les mecs qui se sont trompés de 50 milliards sur le budget, s'ils vont rentrer là-dedans, je suis pas sûr. Mais bon, on verra ça, ou on le verra pas d'ailleurs, plus tard. En conclusion, l'état final que propose la religion positive, soit la religion de l'humanité, a nécessité une longue initiation. Je cite, si toute vraie théorie repose nécessairement sur des faits observés, il est également certain que toute observation suivie exige une théorie quelconque. De fait, l'entendement humain s'est nourri des lois objectives de l'univers, soit les lois scientifiques, pour se renouveler et laisser tomber les croyances précédentes, fétichistes, polythéistes et monothéistes. Cette évolution est parallèle à la marche historique des sociétés humaines. D'abord la civilisation ancienne, ou l'état militaire, le Moyen-Âge, où l'état militaire devient défensif, puis la société industrielle, soit celle de la sociabilité moderne. Ceci est la marche de l'activité, qui correspond à l'essor continu du travail, prenant la place de l'activité militaire, une fois que celle-ci, concentrée au départ sur la conquête, devient défensive spontanément, pour stabiliser la situation. Ainsi, toute l'histoire de l'humanité se condense nécessairement dans celle de la religion. La loi générale du mouvement humain consiste, sous un aspect quelconque, en ce que l'homme devient de plus en plus religieux, définissant la théorie d'évolution qui sert de base à la vraie philosophie de l'histoire. Et oui, partout le relatif succède irrévocablement à l'absolu, et l'altruisme tend à dominer l'égoïsme, tandis qu'une marche systématique remplace une évolution spontanée. En un mot, l'humanité se substitue définitivement à Dieu, sans jamais oublier ses services provisoires. Alors si on doit se risquer à un premier commentaire de ce bouquin, avec tout le respect qu'on doit pour Auguste Comte, qui est sûrement beaucoup plus intelligent que moi, déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est un énorme pavé, et qu'il aborde tout. C'est un bouquin qui est très ambitieux, et qui apporte beaucoup de choses, beaucoup de choses, et qui est très marqué par son époque. Là, je l'ai pas dit, mais il y a énormément de passages qui seraient aujourd'hui considérés comme misogynes,
puisque les femmes doivent pas travailler, elles doivent être au fourneau, machin, la maison, le truc. Donc voilà, c'est très petit bourgeois du 19e de ce point de vue-là, mais ça n'enlève rien au fond. Et le fond, effectivement, on a quand même, pour commencer, on va dire, un aspect frontal et viscéral avec le catholicisme. Bon, on a parlé donc déjà c'est darwinien, donc ça va à l'inverse, puisque pour notre ami Comte, on progresse, hein, le progrès, l'ordre c'est le progrès, quoi. Le progrès c'est l'ordre. Alors que pour le catholique, on est en perpétuelle dégradation. On est en train de tomber, nous. Et ça c'est une chose qui est fondamentale. Là aussi, il y a une des choses qui est fondamentale, c'est que pour un positiviste, hein, il n'y a pas de jugement dernier. Le jugement dernier, en fait, il n'existe pas. Et donc, c'est vrai que là aussi, il y a une grande différence, c'est que pour tout catholique, et voire même pour tout monothéiste, hein, et là j'inclus les juifs et les musulmans, on a cette notion de fin des temps, à un moment donné, et que lui n'a pas. Là, on est dans un être immense et éternel. On fait partie de quelque chose d'éternel. Or, rien n'est éternel. Et donc là-dessus, c'est vrai que il y a une forme aussi de mégalomanie de la part d'Auguste Comte, et qu'on sent dans le livre, parce qu'il parle de tellement de trucs dans le livre que c'est très compliqué. On pourrait dire nombre de choses, hein, qui se détachent et qui sont en confrontation avec l'enseignement catholique. La définition de la morale, hein, puisque pour le positiviste, la morale, en gros, c'est ce qui fait progresser l'humanité d'un point de vue, mathématico-technique, qui permet d'améliorer le monde matériellement. Alors que chez les catholiques, en fait, la morale, ce qui est bien, c'est de se détacher directement du matériel. Donc là, il y a une grosse opposition. Pareil, il y a une différence entre ce que c'est être uni pour le chrétien et pour le positiviste. Pour le positiviste, être uni, c'est intégrer le grand être. C'est participer à la communauté, être reconnu pour son travail. Voilà, c'est incorporer le grand être. Alors que pour le chrétien, être uni avec les autres, c'est être fraternel, c'est être empathique. C'est se dire que on est tous frères, on est tous sœurs. Voilà. Et que c'est comme ça qu'on fait corps avec le reste de l'humanité. Là, chez le positiviste, c'est pas du tout ça. On a aussi une dimension un peu inégalitaire qui découle, hein, de cette appartenance au grand être, puisque seuls ceux qui bossent beaucoup, seuls ceux qui sont reconnus par les autres sont entre guillemets des élus. Et donc on dépend de l'autre, on dépend du jugement des autres pour être entre guillemets membre du grand être, hein, membre de l'humanité, alors qu'on sait très bien que le jugement des autres n'est pas une finalité en soi. Quand on est catholique, le seul jugement qu'on doit craindre et qu'on doit attendre, c'est celui de Jésus-Christ, et lui il va vous juger sur votre intérieur, sur votre fort intérieur. Voilà. On pourra reprendre les enseignements sur la charité, par exemple, hein, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, alors que par exemple côté positiviste, tu vas avoir tendance à montrer ce que tu fais, hein, n'est-ce pas? Donc même si il tente de compenser cette vision inégalitaire de l'humanité à travers le fait qu'il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus de trucs comme ça, en fait, c'est pas ça la réalité. Ce qui fait qu'on est tous égaux pour un chrétien, en différence c'est le fait qu'on soit tous humains. Il y a pas d'élection à appartenir au grand être quand t'es chrétien. Tu es comme ça. En fait, ce qui te détache des autres, c'est ce que tu auras pensé, c'est ce que tu auras fait d'une certaine manière, hein, en correspondant à certaines façons de faire, et pas sur le jugement
qu'on va voir de l'extérieur de toi. Voilà, donc bon, c'est quelques exemples, on pourrait creuser, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'opposent au catholicisme là-dedans. Évidemment, la plus importante, c'est ce que j'ai dit en dernier sur la conclusion, hein, l'humanité se substitue définitivement à Dieu. Et donc là, on a tout à fait je dirais le volet sataniste, hein, le volet luciférien, c'est-à-dire que je suis Dieu à la place de Dieu, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Alors, c'est pas amené de la même manière, hein, c'est sûr, mais c'est la foi dans l'homo deus, comme dirait Harry, là. Voilà, c'est ce truc-là qui est dedans. Et effectivement, c'est l'inverse, hein, encore une fois, c'est en totale opposition avec le catholicisme, puisque pour les catholiques, c'est comment dire, c'est la, y a pas de, on peut pas remplacer Dieu. On doit au contraire accepter et remercier pour sa volonté, pour les choses qui arrivent. Le deuxième commentaire qu'on peut faire, et on s'arrêtera là, parce que encore une fois, hein, on n'est pas là pour faire énormément de choses, mais c'est déjà un peu long là. Je suis déjà à 50 minutes et j'ai pas fini cette partie-là. Le deuxième commentaire qu'on peut faire, c'est que le positivisme, en fait, cette vision-là, c'est un condensé de tous les défauts de la société moderne qu'on observe aujourd'hui. Donc là, on est 160 ans après la fin de Comte, après le fait que cette pensée-là, qui lui, il a beaucoup incarné début 19e, qui a pris son essor après avec tous les élèves qu'il a pu avoir, tous les gens qui ont repris cette vision-là. Alors, c'est pas le seul, hein, Auguste Comte, évidemment, mais lui, il synthétise de manière très importante tout ce pensée-là. Ben, on a toutes les saloperies de la société actuelle. Donc, déjà, premièrement, on a la destruction des États. Voilà, 60 petites patries, machin, donc des baronneries dans tous les sens. La concentration des richesses. On a une forme d'esclavagisme et une forme de fin de la propriété privée avec le travail gratuit et le fait que chacun soit assigné à des fonctions. Et donc ça veut dire que si t'extrapoles les trucs, tu trouves assez rapidement, tu dis on va faire des tests intellectuels et puis tu vois, tu vas classer les gens selon leurs résultats. Enfin, je veux dire, il y a énormément de formes d'oppression qui peuvent découler assez naturellement et assez facilement de la mise en place de sa vision. Et on est totalement dedans. Alors, il y a aussi une forme d'eugénisme, hein, je l'ai pas parlé, je l'ai pas dit avant, mais il y a aussi une forme d'eugénisme, puisque pour Auguste Comte, il faut être chaste jusqu'au mariage, et il ne faut en gros consommer que pour procréer. Alors que, évidemment, on va dire, oui, mais même en catholique, c'est pareil et tout. Oui, c'est vrai, chez les catholiques, c'est pareil, mais chez Auguste Comte, c'est pareil, déjà, c'est pas exactement pareil, premièrement, pour commencer. Nous, c'est surtout que le mariage, il est indestructible, ce qui est pas mentionné chez lui. En tout cas, je l'ai pas noté. Et surtout, c'est que il y a une dimension de société rangée. Hein, je rappelle, hein, le progrès, l'ordre, c'est le progrès, quoi. Je vais la relire en détail parce qu'elle est bien celle-là. Voilà, le progrès, c'est le développement de l'ordre. Donc là, tu vois bien que il a cette dimension qui est clairement une espèce de saloperie moderne, quoi. C'est-à-dire que on va tout catégoriser et puis on va empêcher de se développer. Alors on n'est pas exactement là-dedans non plus, mais il y a cette forme-là qui existe, hein, qui existe. Voilà. Et donc le positivisme tel qu'il est présenté par Auguste Comte, personnellement, puisque là c'est mon commentaire personnel, ça me fait pas rêver, ça me fait peur. C'est totalitaire, c'est violent, c'est disqualifiant, c'est différenciant. Et donc quand on lit ce livre-là, alors c'est bien présenté, ça a pas l'air comme ça, mais quand on essaie d'appliquer les principes qui sont donnés là-dedans, on se rend compte en fait qu'il y a énormément de saloperies de la société moderne qui sont défendues dans ce bouquin. Voilà, et pour terminer, le troisième petit commentaire, et là je le ferai court, mais je pense qu'il est aussi très important, c'est que c'est un dogme qui est pyramidal et descendant. Et donc dans ce cadre-là, dans cette manière de voir,
c'est problématique puisqu'il, comme je disais avant, il a une dimension totalitaire qui est très importante, étant donné que parce qu'il est pyramidal et descendant, parce qu'il est capable de disqualifier et parce qu'il s'appuie sur des lois mathématiques qui systématisent tout, il a une dimension d'enfermement et une dimension d'emprisonnement intellectuel, spirituel, charnel, à beaucoup d'égards. Et donc même si l'idée de base, elle est cohérente et elle est bonne, c'est-à-dire que le positiviste, c'est celui qui pense qu'à travers la compréhension des lois mathématiques, on peut corriger les erreurs naturelles, et d'ailleurs, dans une certaine mesure, il a tout à fait raison. On est parfaitement en accord avec ça. Le problème, c'est qu'à la fin, il passe de cette espèce de croyance empirique vers une croyance morale. En nous disant, en fait, ce qui est bien, c'est de corriger. Sauf que, à un moment donné, cette logique-là, elle s'arrête aussi à qu'est-ce que c'est que la vraie morale ? Qu'est-ce qui est bien ? Est-ce que c'est bien je sais pas moi, si demain on fait, on laisse la science faire des êtres humains, je sais pas, des cyborgs ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est bien vraiment ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que corriger je sais pas, des problèmes biologiques par de la mécanisation cybernétique serait une véritable avancée. Et là, on voit que c'est un peu le père de Laurent Alexandre, hein, pour ceux qui... J'avais fait une vidéo aussi sur lui, là, la guerre des intelligences. Et de tous ceux qui pensent ça. Mais sauf qu'on va rappeler, c'est que cette manière-là, c'est aussi une dérive anti-humaniste, quoi. C'est-à-dire que on détériore l'humanité. Là, je prenais cet exemple-là, mais voilà. Et donc, ce dogme pyramidal et descendant, il a une espèce de fonction ultra autoritaire, totalitaire, qui moi je trouve à laquelle j'adhère pas, quoi. Voilà, on va se terminer comme ça et on s'arrêtera ici pour cette vidéo. Voilà, merci, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo, je le disais, qui est un peu plus longue que d'habitude, hein, puisque là je suis à 55 minutes, donc ça va terminer vers l'heure. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos aussi longues, mais bon, c'est un livre qui est très riche, hein, que je vous recommande si vous voulez. Vous pouvez vous plonger dedans, vous pouvez lire. Il y aura sûrement des chapitres à sauter. Tout est pas bon dedans. J'en ai sauté, ce que je fais jamais d'habitude. Hein. C'est très rare que je saute des chapitres. Mais c'est pas un grand écrivain, Auguste Comte. Donc même s'il a une pensée qui est importante, qui est dynamique, et qui est très bien structurée. C'est pas un mec qui écrit bien, alors c'est un peu fastidieux à lire, mais effectivement, et puis il rentre vachement dans le détail. C'est vraiment son livre de fin de vie. On le sent et il a mis tout ce qu'il avait dedans. Donc voilà, écoutez, hein, j'espère que ça vous aura éclairé. Pensez que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, c'est une société positiviste où on met le chiffre tout en haut, où on corrige la nature à travers les lois mathématiques et avec les défauts qu'on a pu présenter ici. Donc, à méditer les amis. Allez, je vous embrasse. On est le 21 novembre. Il est 16h. À bientôt.